grands peintres, Rubens, Van Dyck, Rembrandt et Vermeer. Il n'y aura qu'un seul Vermeer que je pourrais vous présenter à la toute fin de la séance. On a choisi de se focaliser sur le XVIIe siècle parce que les primitifs flamands sont fermés en fait le mercredi soir depuis cette année. Bon, donc on ne pourra pas voir Duvanek ou d'autres grands peintres, mais de toute façon on devait forcément être sélectif. Donc on aura deux peintres des Pays-Bas méridionaux, plus ou moins la Belgique actuelle, et deux peintres des Pays-Bas septentrionaux, donc la Hollande actuelle. Je vais rapidement rappeler un tout petit peu les circonstances géopolitiques, si j'ose employer ce mot, très particulières quand même pour la région. Ce qu'on appelle les Flandres au XVIIe siècle correspond justement à ces deux pays, et la Belgique et les Pays-Bas. Bonjour, pas de souci. Donc correspond à la Belgique et aux Pays-Bas. Au XVe siècle, commençons par le début, au XVe siècle, les Flandres, donc toute cette région, Belgique et Pays-Bas, sont rattachés à la Bourgogne, grâce à un mariage de la fille du duc de Bourgogne. Ensuite, au XVIe siècle, les Flandres et la Bourgogne sont aussi rattachés à l'Espagne et au Saint-Empire romain germanique. Donc l'empereur Charles Quint, qui régnait au XVIe siècle, dispose aussi bien du Saint-Empire romain germanique que de l'Espagne, une petite partie de la Bourgogne et surtout des fameuses Flandres. Mais en 1555, il va abdiquer et il va séparer son empire en deux. Il y aura un fils qui aura l'Espagne et les Flandres et l'autre fils qui aura le Saint-Empire romain germanique. Autre conséquence, en 1568, conséquence du XVIe siècle, 1568, c'est le début d'une guerre politico-religieuse qui va opposer les Pays-Bas méridionaux majoritairement catholiques aux Pays-Bas septentrionaux majoritairement protestants, plus précisément calvinisme. Il ne faut surtout pas croire qu'il n'y a que des protestants au nord et que des catholiques au sud. En réalité, c'est un peu plus bigarré que cela. Donc la guerre commence en 1568, elle va se terminer bien plus tard, en 1648, par un traité, le traité de Münster, M-U-N-S-T-E-R, qui voit l'Espagne reconnaître l'indépendance de ce qu'on appelait à l'époque les Provinces-Unies, donc exactement les Pays-Bas actuels. Mais avant ce traité de 1648, il y avait déjà eu une trêve entre 1609 et 1621, qu'on appelle la trêve de 12 ans, et qui va permettre surtout aux Pays-Bas septentrionaux de partir à la conquête commerciale du monde. Donc ils vont développer leur flotte commerciale, ils vont se développer surtout d'un point de vue maritime, et aller installer des comptoirs en Afrique du Sud, en future Indonésie également, et également plus à l'ouest, ils vont fonder la nouvelle Amsterdam, autrement dit aujourd'hui New York. Donc les Néerlandais, pendant cette guerre, vont surtout en profiter pour asseoir leur domination commerciale sur le monde. Et puis enfin, dernière petite précision, c'est un véritable coup d'éclat en 1648, puisque les Néerlandais l'ont emporté sur les Espagnols, et donc c'était d'une certaine manière le David néerlandais qui a vaincu l'ogre espagnol, sachant que l'Espagnol était à la tête de la plus grande armée européenne en ce milieu du XVIIe siècle. C'était quasiment inespéré, personne n'aurait parié sur les Hollandais. Donc voilà, c'était pour le contexte historique. Mais on va commencer par les Pays-Bas méridionaux, qui restent, eux, sous domination espagnole et sont bien catholiques. On commence par Rubens. Alors, Rubens est né en 1577, donc 10 ans après le début de cette guerre politico-religieuse, et il meurt en 1640. Donc il est surtout actif dans la première moitié du XVIIe siècle. Il faut surtout bien prendre en considération que Rubens est le peintre le plus riche, qu'il est à la tête du plus grand atelier de peinture en Europe dans la première moitié du XVIIe siècle, bien plus que n'importe quel autre peintre italien contemporain en son temps. Donc il est né en 1577, mais non pas dans les Pays-Bas méridionaux, donc en Belgique, mais en Allemagne, à Siegen, parce que son père va fuir la guerre. Son père va coucher avec la duchesse locale, donc il va être évidemment emprisonné, si bien que la famille Rubens rentre ensuite à Anvers sans le sou. La mère de Rubens va le placer comme domestique auprès d'une noble à Anvers, une noble anversois. C'est très important parce que ça va lui apprendre les bonnes manières, si j'ose dire, mais surtout ça va le former, ça va lui donner le goût de la vie de cour. Et puis enfin on le place dans l'atelier d'un peintre qui s'appelle Otto van Veen, V-E-E-N. Alors il y a un tableau ici au Louvre, mais il est derrière la porte grise à droite, donc on ne peut pas le voir. Il faut surtout retenir, c'est pas un très beau tableau, il faut surtout retenir que Otto van Veen c'était l'un des rares peintres flamands à être allé à Rome, à être allé en Italie. Donc il va déjà avoir une formation plus ou moins italianisante. Et puis en 1600, on va enfin arriver avec ce tableau, en 1600, sans qu'on en sache exactement comment, il va obtenir une lettre qui fait de lui le peintre du duc de Mantoue. Donc il quitte Anvers, il va s'installer en Italie pendant 8 ans, au service du duc de Mantoue, qui était un duc particulièrement savant, érudit, grand collectionneur, amateur d'art. Il va enrichir les collections du duc de Mantoue en peignant pour le duc, mais aussi
en achetant plusieurs toiles pour lui. Donc en voyageant dans la péninsule italienne, par exemple en 1606, on sait qu'il est à Rome, qu'il va dans l'atelier du Caravage, et que dans l'atelier du Caravage, il voit le grand tableau de l'Assomption, la mort de la Vierge, donc la dormition de la Vierge, que les moines de Santa Maria della Scala avaient refusé. Donc Caravage voulait détruire le tableau, mais Rubens achète le tableau pour le duc de Mantoue. Ensuite, ça arrivera en France. Et puis il ira en Espagne, il retournera en Italie, et en 1608, il rentre à Anvers. Donc le premier tableau que nous allons voir, c'est un tableau de son séjour italien. On le date d'environ 1606, et on ignore en revanche pour quel collectionneur il a été peint. Ce n'est pas pour le duc de Mantoue, en revanche, il avait tout à fait la possibilité de peindre d'autres amateurs. Le sujet est relativement rare. On reconnaît plus ou moins Hercule, mais le sujet c'est Omphale et Hercule. Omphale, ça s'écrit O-M-P-H-A-L-E. Omphale, c'est cette phase, c'est la reine de Lydie, L-Y-D-I-E, commandée en Asie mineure, en Turquie actuelle. Et Omphale a réduit en esclavage Hercule. C'est la deuxième fois de sa vie que Hercule est réduit en esclavage. La première fois, c'était son cousin, Eurysthée, pour l'obliger à faire ses fameux 12 travaux, pensant qu'il allait mourir, et extraordinairement, il en sortira et vainqueur et vivant, et il sera de nouveau réduit en esclavage, mais cette fois-ci par une femme, la reine de Lydie, donc Omphale. Et dans la légende, la reine de Lydie va tourner en dérision la masculinité, la virilité d'Hercule. C'est-à-dire qu'elle va lui confier des tâches que l'on considérait comme typiquement féminines. Donc c'est-à-dire qu'ici, dans la main droite, à gauche, il y a du fil, et dans sa main gauche, ici, il a une quenouille. Il est en train de filer de la laine. Il n'est même pas capable, en quelque sorte, de filer de la laine, puisqu'elle est en train de lui tirer l'oreille, parce qu'il ne suit pas correctement les directives de la reine Omphale. Donc elle se moque de lui, tu te prétends puissant, fort, viril et quasiment invaincu et immortel, mais tu n'es même pas capable de simplement filer de la laine. Donc l'idée principale du tableau, c'est de tourner en dérision, se moquer de la virilité, de la masculinité du héros masculin et viril par excellence, c'est-à-dire Hercule. Donc on s'adresse forcément ici à un amateur qui avait une certaine érudition, une certaine connaissance de la culture antique, et prêt à sourire. Mais c'est pas tout, puisqu'ensuite Rubens va disséminer dans le tableau, trois parties du tableau précisément, des références à des statues antiques, alors qui sont beaucoup moins connues aujourd'hui, mais qui étaient extrêmement célèbres en leur temps. On va commencer ici en haut à droite par la reine Omphale, reine de Lydie. Je vais me permettre, comme je suis souvent désolé, d'aller chercher évidemment la statue antique, et il va citer, on va voir ce qu'on appelle une démarche citationnelle, il va citer l'Hercule Farnèse. Alors l'Hercule Farnèse, c'est une statue qui date, pour la version grecque, si vous venez aller me chercher, donc qui date pour la version grecque, allez, pardon, je ne peux aller chercher l'image correctement, bon, qui est ici, pardon, l'Hercule Farnèse. L'Hercule Farnèse est une statue donc, qui date pour la version grecque, je vais pas vérifier mon page, du 4e siècle avant Jésus-Christ, sculptée par l'artiste Lysippe, qui était aussi le portraitiste d'Alexandre le Grand. Mais on connaissait l'Hercule Farnèse au XVIIe siècle grâce à une copie romaine, c'est celle-ci, qui datait, elle, du début du 2e siècle après Jésus-Christ, et qui avait été sculptée pour orner les termes de Caracalla. Donc, qui était extrêmement célèbre en son temps et que Rubens avait tout simplement facilement pu voir au cours de son séjour italien. Mais ce qui est fantastique, c'est qu'il s'agit ici d'une statue qui vient célébrer, glorifier la puissance de cette musculature très exacerbée. Elle a des bosses partout, si j'ose dire, mon ami Hercule. Cette fois-ci, c'est une femme. Donc on tourne bien en dérision la masculinité d'Hercule, c'est-à-dire au lieu d'avoir un héros masculin fort, celui qui a le rôle de l'homme en quelque sorte, si je veux dire, fort, cette fois-ci c'est une femme. Et l'indice qu'il avait disséminé ici, c'est d'abord le piédestal. Le fait même d'avoir un personnage vivant sur un piédestal fait référence forcément à une statue. Alors là, vous ne le voyez pas en bas, mais effectivement, une statue se place toujours sur un socle ou sur un piédestal. Donc on est censé, grâce à ce piédestal, acheminer le spectateur, l'amateur, vers l'identification ici de l'Hercule Farnèse, sauf qu'au lieu d'avoir une femme forte, un homme fort, on a justement une femme. Ouais. Comment on avait utilisé cette citation? Parce qu'à part le croisement des jambes... Parce que le sculpte, non, il n'y a pas de croisement des jambes, hein. Parce que c'est de la légère inclinaison. Vous avez également ici la masse de l'Hercule, la peau du lion de Némée, et encore une fois,
il faut vraiment penser que l'artiste, évidemment ça c'est quelque chose qui, et c'est tout à fait normal, nous échappe, mais que l'artiste, il va pas pouvoir s'affranchir complètement, il ne peut pas complètement représenter un personnage comme il le veut en cette époque-là, donc il va essayer de s'inscrire dans une certaine codification formelle et gestuelle, et l'homme, évidemment, qui croise légèrement les jambes et qui connaît ça, forcément dans la tête, ça fait penser à Hercule. C'est une sorte de leitmotiv, comme nous on en a un plein évidemment, mais nous c'est par la publicité, ce genre de choses, par les images que l'on connaît, c'est exactement la même chose au début du XVIIe siècle. En 2019, on n'a plus la clé d'interprétation, mais au XVIIe siècle, ça sautait aux yeux qu'il s'agissait ici d'Hercule Farnèse. Il y aura deux autres antiques-cités, cette fois-ci c'est pour la figure d'Hercule lui-même. On va d'abord citer alors ce que l'on considérait, si je puis me permettre, comme la star de la sculpture antique en ce XVIIe siècle. Il s'agissait du torse du Belvédère. Vous en avez déjà parlé, je ne sais plus, je ne crois pas. Ça vous dit rien. Le torse du Belvédère, c'est un torse avec juste l'amorce des jambes, présenté en dessous, a été découvert au XVe siècle. Et c'est l'un des rares antiques qui n'a pas été complété. Parce que lorsqu'on découvrait des vestiges antiques au XVe, au XVIe siècle, on rajoutait des jambes, des bras, des pieds, etc. On voulait que ce soit complet. Aucun artiste n'a osé s'attaquer au torse du Belvédère, tant il était fasciné par la puissance de cette force anatomique. Alors comment reconnaître un torse du Belvédère? Généralement, dès que vous allez avoir une pliure sur la paroi abdominale, ça vous met sur la voie du torse du Belvédère. Après une légère torsion du torse du Belvédère, et ensuite une cuisse ascendante et une cuisse descendante, là vous confirmez définitivement l'idée du torse du Belvédère. Il y en a partout. Les torses du Belvédère, dans toute la peinture du XVIIe siècle. Par exemple, même des grands peintres comme Charles Lebrun, qui se fait représenter avec tout son savoir et sa culture, lorsqu'il monte sur un tableau qu'il connaît l'antique, c'est le torse du Belvédère qui incarne sa connaissance de l'antique. Et enfin, la dernière, c'est le Laocoon. Alors, le Laocoon était considéré comme le meilleur moyen d'exprimer la douleur, la détresse. Alors là, c'est davantage dans la diagonale des bras et l'expression du visage. Alors, le Laocoon est peut-être plus connu aujourd'hui. C'est un antique découvert en 1506 dans les jardins du Belvédère du pape, qui représente le prêtre Calcas, appelé aussi Laocoon, qui est étouffé par un serpent de mer parce qu'il avait compris que le cheval de Troie était un piège. Donc immédiatement, Poséidon envoie ces serpents pour l'étouffer, en quelque sorte, pour ne pas qu'il puisse divulguer le fameux piège. Bonjour, désolé, on est parti pile à l'heure. Donc on a trois antiques disséminées. Ici, ça flatte forcément le collectionneur. Il y a presque un jeu visuel. Ah, je dois essayer de reconnaître quel antique est ici cité. Et lorsque je reconnais, forcément, je suis d'une certaine manière flatté. Mais on a en réalité déjà ici l'une des premières caractéristiques de l'art du Bernin. C'est parce que je peux travailler sur Bernin aujourd'hui. De Rubens, bien évidemment, de l'art du Bernin. Donc référence à l'antique. Il y en a deux autres qui vont constituer les constantes, les caractéristiques stylistiques de Rubens. La deuxième, c'est la ligne. Quelle ligne va privilégier ici pour la composition? La diagonale, tout simplement. Vous avez une puissante diagonale qui balaie complètement la composition. Il adore la diagonale. Alors il y en a quasiment, je dis bien quasiment partout. Là, elle est immédiatement lisible et identifiable. De temps à autre, c'est une petite diagonale, si je peux me permettre. Mais il adore la diagonale parce que la diagonale dans la peinture, ça vaut aussi pour la sculpture, correspond à l'idée de mouvement ou d'instabilité, de chaos. Donc c'est le dynamisme. Et Rubens veut donner du dynamisme à sa composition. Et au dynamisme, il rajoute ici la couleur. C'est un peintre qui va jouer sur les couleurs, c'est-à-dire qu'il va circonscrire une couleur à une forme. Je vais être plus clair, évidemment. Ici, vous avez ce rouge uniquement sur ce manteau, ce jaune uniquement sur la jupe de la suivante ici de Ophale, etc., etc. Ça permet davantage de rythmer la composition, de la jalonner de point de vue en point de vue. Donc c'est pour faciliter la lecture tout simplement du sujet. Et enfin, c'est la carnation qui va l'intéresser dans la couleur. C'est-à-dire comment représenter, alors ce qu'on appelle en italien la morbidezza, M-O-R-B-I-D-E-2-Z-A, c'est l'idée de mollesse, grosso modo, des textures, des matières. Donc c'est propre à la chair, la mollesse tout simplement de notre chair, notre peau. Alors pour les sculpteurs, c'est un véritable défi. Pour les peintres, on essaie de suggérer ce qu'on appelle la pulsation vitale. Et quand on dit pulsation vitale, on pense à quoi dans notre corps? Si vous êtes médecin,
Non, pas ouais, au cœur, on est d'accord, qui plus, effectivement, mais sur la totalité, au sang, et vous avez dit justement, aux veines. Et où est-ce que vous voyez ici les veines? Quelle couleur il va employer pour suggérer ces veines? Quelle couleur il va? Le vert. C'est un peintre qui ose mettre du vert pour la couleur chair, donc on voit à peu près bien ici chez Sculpte. Il y a des petites zones plus ou moins verdâtres, le long des cuisses, des bras, même un petit peu ici sur la poitrine et autres. Ils vont en rajouter un peu partout, hein, très fréquemment sur ces personnages, pour suggérer cette fameuse pulsation vitale, pour animer, donner de la vie à la figure. Et donc en fait, je pourrais presque m'arrêter ici parce que je vous ai déjà expliqué tout ce qui est le propre à l'art de Rubens. La référence à l'antique, la diagonale, la couleur et cette fameuse pulsation vitale. Il va rentrer à Anvers en 1608 et immédiatement il va travailler pour l'archiduc et l'archiduchesse des Pays-Bas méridionaux, donc qui étaient à Bruxelles. Alors on voit déjà que c'est un peintre assez exceptionnel dans la mesure où il a l'autorisation d'ouvrir son atelier à Anvers alors que son mécène travaille à Bruxelles. Normalement c'est absolument jamais autorisé ce genre de choses, donc il jouit d'un certain privilège et il va se faire le meilleur interprète cette fois-ci de la contre-réforme catholique. Donc on a vu un Rubens antique, maintenant on va voir un Rubens plus religieux. Donc retour à Anvers en 1608. En 1612, il va se marier avec sa première épouse, simplement une indication biographique qui n'a pas d'incidence, qui s'appelle Isabelle Brandt, B-R-A-N-D-T, et c'est la même année il reçoit sa première grande commande religieuse, qui est le maître-autel de la cathédrale d'Anvers. On peut encore voir aujourd'hui. Là on est 10 ans plus tard, vers 1622-25 environ, et il s'agit d'un tableau pour les Annonciades, le couvent des Annonciades, donc ce sont des religieuses qui privilégient le sujet de l'Annonciation à Bruxelles. Alors il s'agit tout simplement d'une adoration des rois mages. On va d'abord se poser des questions sur l'iconographie, après on verra la composition. Alors si vous lisez les évangiles, normalement on ne dit pas les trois rois mages, on dit les mages tout court, si je puis me permettre. À partir de quand est-ce qu'on les considère comme des rois, et à partir de quand est-ce qu'on considère qu'ils sont trois? Alors la première mention, c'est la fin du IIe siècle, après Jésus-Christ, la fin du IIe siècle, mais c'était extrêmement limité. Par contre, ça devient systématique à partir du IVe siècle. C'est très important cette date, puisque le IVe siècle voit pour la première fois un souverain, Constantin, investi d'un pouvoir terrestre. Et il se convertit au christianisme. C'est ça que je voulais dire. Première fois qu'un souverain converti au christianisme se trouve ici en Europe. Immédiatement, c'est très important pour le pape, l'évêque de Rome, de rappeler à ce souverain chrétien qu'il ne veut pas marcher sur ses pieds, c'est-à-dire que le souverain chrétien doit reconnaître l'autorité supérieure du pape. Donc il est très important que l'on fasse de ces mages des rois, c'est l'idée que les souverains du monde viennent se soumettre, viennent reconnaître le Messie et surtout viennent se soumettre à l'Église. Et la Vierge Marie symbolise l'Église avec un E majuscule en tant qu'Église institutionnalisée ou Église apostolique. Alors maintenant, pourquoi ils sont trois? Je vais donner une petite indice, pas la fin finie. Je vais donner un petit indice tout à l'heure en parlant de l'universalité. C'est tout simplement parce qu'à l'époque, il n'y avait que, si je peux me permettre, 3 continents. Vous en avez un pour l'Europe, l'autre pour l'Afrique et le dernier pour l'Asie. Vous ignorez évidemment les autres continents d'un point de vue européen. Donc ici, on affirme, on peut même affermir précisément l'idée de l'universalité du christianisme et l'idée selon laquelle l'ensemble des souverains du monde doivent se soumettre au pape, doivent reconnaître l'autorité supérieure du pape. Donc c'est une iconographie qui apparaît dès le IVe siècle, qui se développe ensuite bien évidemment. Alors, pourquoi est-ce qu'on assiste à un retour de ces iconographies d'adoration des rois mages au XVIIe siècle? Eh bien parce que nous sommes en pleine contre-réforme catholique. C'est-à-dire qu'au XVIe siècle, pour lutter contre le développement du protestantisme, Rome va créer un concile, donc une assemblée de plusieurs évêques et plusieurs ecclésiastiques à Trente, donc c'est le concile de Trente, de 1545 à 1563, on va redéfinir les principes du dogme catholique. On va rappeler l'importance des 7 sacrements, on va rappeler l'importance également du culte des saints, et particulièrement du culte de la Vierge, on va rappeler l'importance des images dans la liturgie, dans l'office.
Et on rappelle surtout qu'il s'agit de la religion, bien évidemment, à laquelle il faut se soumettre. Ensuite, dans ce contexte de princes allemands beaucoup trop séduits par le protestantisme ou le calvinisme, on leur rappelle qu'ils doivent au contraire suivre les préceptes du catholicisme d'une certaine manière et respecter la règle catholique. Donc voilà pourquoi, vraiment, au XVIIe siècle, on a de plus en plus de représentations d'adoration du roi mage. Maintenant, si on a une lecture du tableau, si on vraiment analyse l'œuvre de Rubens, alors la diagonale elle n'est pas évidente, déjà on voit qu'on a deux pôles, c'est-à-dire une sorte de tension, ici à gauche, à droite, dans l'autre gauche. On a donc la partie religieuse, gauche, la guerre, par exemple Jésus, etc. derrière, et la partie laïque, on est le pouvoir terrestre, à droite, avec le sens des Romains. Mais la diagonale, si je puis dire, elle commence ici par la Vierge Marie, elle se prolonge en espèce de coupe, elle se termine. Est-ce que vous avez tout en haut? Est-ce que vous êtes capable d'identifier la forme, même si, hélas, il y a, je sais, un reflet assez malheureux. Ça ressemble à quoi? Je vous rappelle qu'on est censé être dans une petite étable assez pauvre. Hein. Une arche. Alors, c'est quasiment ça, oui, un arc de triomphe. En fait, on représente ici un arc de triomphe. Donc, en fait, le message est tout ça. Vous avez ici l'Église, dont le triomphe est assuré par la reconnaissance des souverains de ce monde. Et c'est souvent un système de rébus. On va retrouver ça dans la partie Rubens politique, si je peux me permettre, de la grande galerie, pour bien comprendre et identifier l'intention de Rubens. Donc, le triomphe de l'Église, pour le triomphe de l'Église, les souverains de ce monde doivent reconnaître la supériorité de cette Église, c'est-à-dire le dogme catholique. Et alors, là, en revanche, ce n'est pas spécifique à Rubens, carrément un petit détail, mais ça, c'est extrêmement, si j'ose dire, 17e siècle et contre-réforme catholique. Qu'est-ce que j'ai mis ici? C'est pas du tout gratuit, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Alors c'est normal, évidemment, on est dans une étape. On ne va pas sur un jeu. Mais en réalité, c'est fréquent dans les tableaux religieux français, italiens, flamands de la première moitié du XVIIe siècle, donc propres à la contre-réforme catholique. On trouve souvent dans les zones intérieures soit du vin, soit des épis de blé, soit quelques petits récipients qui en réalité rappellent que nous sommes ici dans une église, que le tableau se trouvait au-dessus d'une table d'autel, que sur la table d'autel, il y a également des instruments liturgiques, vous trouverez dans la zone inférieure, mais en fait, il s'agit vraiment de rappeler ici que nous sommes dans l'espace de l'institution eucharistique, autrement dit de la communion. On va consommer l'hostie consacrée, on a ici un écho, une forme d'extension de l'espace du tableau dans l'espace de l'église et vice-versa. On se trouve sur le lieu du sacrement eucharistique. C'est très fréquent. Allez faire un tour dans la peinture italienne du XVIIe siècle, hein, que nous n'avions pas vu dans ce mois de janvier, vous verrez, ça marche quasiment. Donc on considère Rubens comme le meilleur interprète visuel de la contre-réforme catholique, c'est-à-dire facilement compréhensible, accessible. Il rajoute toujours un second pour le mouvement, le dynamisme et la couleur. C'est efficace, c'est-à-dire c'est tout à fait accessible pour le fidèle. Et donc ça marche à tous les coups. Ça marche tellement bien que Marie Médicis va le solliciter pour d'un point de vue politique. Alors, la fameuse galerie dite Médicis. Les 24 tableaux sont commandés en 1622, ils sont livrés en 1625. Donc normalement, un seul homme est absolument incapable de peindre la totalité de ces 24 toiles en 3 ans, hein, même si il boit du café et il travaille également toute la journée de sa vie. Donc ça vous montre bien que vous avez affaire ici au plus grand atelier de peinture en Europe au XVIIe siècle. C'est principalement pour cette raison que Marie Médicis, donc reine
de France, épouse d'Henri IV, qui assure la régence dans les années 70, parce que Louis XIII est trop jeune. C'est pour cette raison que Marie de Médicis sollicite Rubens, parce qu'elle savait que c'était le seul peintre en Europe capable d'exécuter 24 étoiles en un temps extrêmement court. Après, d'autres considérations plus histoire de l'art, si j'ose dire, il y avait très peu de grands peintres actifs à Paris dans les années 1720. Il y avait Franz de Pourbus, un autre flamand, mais la plupart des peintres français étaient allés faire leur voyage en Italie. Donc on fait venir ici Rubens à Paris en 1622. Les tableaux vont être placés dans l'une des deux galeries du palais du Luxembourg, donc le Sénat actuel. Ce palais est construit par Marie de Médicis à partir de 1612. Il est commandé à l'architecte français Salomon de Brosse. On commence en 1612, vers 1615, 1617, il est quasiment terminé, mais en 1617, il y a une petite, si j'ose dire, une petite fronde en France, c'est-à-dire que les grands seigneurs du royaume de France se révoltent contre le Premier ministre qui est un Italien, Concini. C'est-à-dire que pensez bien qu'après la mort d'Henri IV en 1610, tous les grands seigneurs de France vont détester Marie Médicis et son Premier ministre Concini. Ils vont les considérer comme des Italiens qui se mêlent des histoires françaises. Le pauvre Concini va être lapidé, décapité, brûlé et puis traîné un peu partout dans les rues de Paris. Et j'en passe et des meilleurs. Évidemment, Marie Médicis s'enfuit. Elle reviendra en 1621. Et à son retour en 1621, le palais du Luxembourg est achevé, donc elle s'y installe, et elle décide un peu réhabiliter son image. Donc elle va écrire sa propre histoire, en quelque sorte, une sorte de storytelling, ce qu'on a complètement anachronique évidemment, mais c'est comme ça qu'on appellerait après sa démarche. C'est-à-dire que la plupart des scènes à laquelle vous assistez sont complètement réécrites. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment rien de vrai dans tout ce qui est peint ici par Rubens. Donc elle va solliciter Rubens pour asseoir sa légitimité dans l'exercice de la régence. Et ça va plus ou moins fonctionner, mais en 1624, le nouveau Premier ministre, comment il s'appelle le Premier ministre du gouvernement en 1624 ? Si vous avez lu Les Trois Mousquetaires, Richelieu. Merci beaucoup. Oui, bravo. Le cardinal de Richelieu, il n'aime pas du tout Marie Médicis, donc il va l'écarter du pouvoir et il va faire en sorte qu'elle parte en exil en 1631. Elle mourra pauvre en Allemagne, tellement pauvre qu'elle va même devoir emprunter de l'argent à Rubens, qu'elle avait pourtant engagé en 1622 pour réaliser les 24 tableaux. Bien, revenons à mes tableaux. On va évidemment pas faire les 24 tableaux, nous n'avons absolument pas le temps. On va en faire qu'un, j'en parlerai de deux autres assez rapidement ensuite. Donc on va observer, analyser le plus important d'un point de vue de la peinture de Rubens et aussi d'un point de vue du cycle de Marie de Médicis. Donc c'est celui que l'on appelle le roi ravi au ciel et la régence de Marie de Médicis. C'est-à-dire que nous sommes quelques jours seulement après la mort, l'assassinat d'Henri IV par Ravaillac. Alors l'enjeu pour Rubens, c'est de raconter une histoire. Donc raconter une histoire, normalement, soit c'est par l'oral, avec des mots, soit c'est par l'écrit, également avec des mots, lui, c'est par la peinture avec des figures, des images, autrement dit des figures. Il faut toujours se rappeler que raconter une histoire par la peinture, c'est exactement, il n'y a aucune différence en réalité, la même chose que raconter une histoire avec des mots. Vous écrivez de gauche à droite, et les mots les uns à côté des autres vont apporter du sens, et lui c'est la même chose. Il va écrire, il va peindre, attention, il y a un piège, il n'y a pas de convention dans le sens de lecture, ça peut être de gauche à droite ou de droite à gauche. En tout cas, c'est généralement en frise, pour avoir des figures les unes à côté des autres, qui chacune à son tour apporte sa pierre à l'édifice narratif. Comme lorsqu'on vous raconte une histoire, vous avez des mots les uns à côté des autres, un paragraphe, un chapitre, un acte, enfin on va aller très loin. Et là, c'est moi qui vous posais la question, si vous avez bien compris comment fonctionne Rubens, combien y a-t-il de chapitres, de paragraphes dans mon histoire ici? Moi, j'en vois 4. Beaucoup trop. J'en vois 4. Vous n'êtes pas très loin? Oui? 3. C'est parce que par défaut, j'ai dit 5 et 4. Non. Finalement, il y en a 3. C'est-à-dire, il y a 3 quoi? Qu'est-ce que vous identifiez multiplié par 3 ici? Il y a 3 diagonales, tout simplement. Vous avez une première diagonale. Là, c'est la plus grande, la plus importante. Donc on a 3 diagonales. Donc immédiatement, je comprends qu'il va y avoir 3 chapitres dans l'histoire qu'on va me raconter si on est au théâtre, 3 actes. Donc on commence toujours une histoire ou une pièce de théâtre par ce qu'on appelle une mise en situation. Dans la dramaturgie, le langage dramaturgique. Mise en situation, que se passe-t-il? Eh bien, le félon Ravaillac, où Ravaillac d'ailleurs ici, il est quelque part, c'est le serpent. Donc le félon Ravaillac,
vient d'être lui-même heureusement terrassé, mais hélas, vient d'assassiner Henri IV, donc juste au-dessus, qui heureusement connaît une apothéose. Donc une apothéose, dans la culture classique romaine, c'est la montée au physique du corps vers l'Olympe. Effectivement, Henri IV, dans un costume antiquisant, est emporté par, à gauche, Jupiter, vêtu d'un drap rouge, les pieds sur son aigle, Jupiter lui-même, et à droite, Saturne, le dieu du temps, qui a, avec sa faucille, fauché la vie du pauvre Henri IV. Alors déjà, on reconnaît Rubens ici, pour une seule raison, c'est le dynamisme. Un peintre, si je peux me permettre, lambda, aurait représenté Jupiter, Henri IV et puis Saturne. Non, chez Rubens, on en a un de 3/4 gauche, un autre de 3/4 droit et un dernier de dos. Il faut que ça bouge. On multiplie les points de vue différents dans tous les sens de cette manière pour conférer du mouvement et du dynamisme. On continue dans la diagonale et on tombe sur l'Olympe, et c'est Hercule lui-même qui va d'abord accueillir Henri IV, faisant ainsi du souverain français l'équivalent du demi-dieu. Il faut aussi rappeler que depuis justement les Bourbons, et Henri IV est le fondateur de la dynastie des Bourbons, on assimile toujours le roi de France à Hercule. Alors j'ai pas trop le temps de vous expliquer pourquoi, c'est très compliqué, j'essaie juste de... C'est l'histoire d'un faux en littérature. Au XVe siècle, un moine a écrit une fausse histoire d'Hercule, expliquant qu'il était libyen, qu'il est mort en Espagne. Même si on savait tout de suite que c'était un faux, immédiatement tous les souverains qui ont un lien de près ou de loin avec l'Espagne vont se réclamer descendants d'Hercule. Et Henri IV, le roi de France, et de Navarre. Et à Navarre, c'est une histoire. Voilà pourquoi, depuis Henri IV, tous les rois de France sont assimilés à Hercule. Là, j'ai un petit peu raccourci l'histoire, mais c'était l'essentiel, c'était le pitch au cinéma. Donc, la conséquence de cette mise en situation, deuxième diagonale, chapitre suivant, la paix ici sur votre gauche terrassée et la guerre menace. La paix est terrassée, la guerre menace, pourquoi? Parce qu'il avait mis fin Henri IV aux guerres de religion, et de nouveau les guerres de religion risquent de faire trembler le royaume de France complet, de ramener au chaos et aux violences en France. Petite parenthèse, la figure de la guerre, en réalité, c'est la déesse romaine de la guerre, Bellone, B-E-2-L-O-N-E, qui tient à ce qu'on appelle un trophée d'art. Mais est-ce qu'elle vous rappelle une forme féminine, assez éloignée quand même, une forme féminine très célèbre dans la peinture française du 19e siècle? Je vous donne la date du tableau, 1831. Oui, exactement. Eugène Delacroix va toujours dire qu'il s'est inspiré de la Bellone de Rubens pour peindre sa liberté guidant le peuple. Et enfin, conclusion, dénouement heureusement heureux, au troisième diagonale, troisième acte, dernier chapitre. Marie de Médicis accepte d'assumer la régence, mais dans la continuité politique de son défunt époux royal. C'est-à-dire qu'elle fait la même chose, elle se porte garante de la tolérance envers les protestants et donc de la paix religieuse dans le royaume. Donc vous avez l'allégorie de la France, vêtue de la tenue favorisée, casquée, qui tend à Marie de Médicis, qu'on appelle un orbe, c'est-à-dire un globe, fleur d'Elysée, symbole du pouvoir de France. Au-dessus de l'allégorie de la France, vous avez une allégorie féminine en lévitation, qui tend, lorsqu'il ressemble à une rame, en fait c'est ce qu'on appelle un timon, autrement dit un gouvernail, c'est l'allégorie du gouvernement. Donc vous avez l'allégorie du gouvernement qui tend son gouvernail à Marie de Médicis. Marie de Médicis est représentée très humble, portant le deuil de Henri IV, vêtue évidemment de noir. À gauche de Marie de Médicis, il y a une autre allégorie féminine qui fait ce geste ici, c'est la prudence. Il y a un serpent, il y a un serpent qui s'enroule autour de son bras gauche, à droite pour vous. Donc ça veut dire qu'elle va gouverner avec prudence, et la figure féminine casquée, c'est qui? Vous pouvez savoir ça. Athéna. C'est Athéna, évidemment, autrement dit Minerve, elle va donc gouverner aussi avec sagesse. Avec sagesse et avec prudence pour, qu'est-ce que vous avez à l'arrière-plan, comme on avait vu avec l'adoration de Ramage, le triomphe de la France. Vous avez un arc de triomphe. Fin de l'histoire, il est temps d'aller se coucher si vous voulez. Non, tout simplement pour vous dire que c'est comme ça qu'on fait un grand tableau d'histoire, d'une certaine manière. On a un début, on a une fin, on crée une tension dramatique et on raconte l'histoire par des images. Comme dans la poésie, d'une certaine manière, on va vous raconter une histoire par des images, métaphores, comparaisons. Alors, deux dernières anecdotes sur l'histoire, on ne peut pas s'empêcher, Rubens, de montrer qu'il jouit d'une grande connaissance